Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, c'est presque la suite de la vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va revenir sur ce thème de l'absence de nouvelles, du silence radio à visée de ghosting. Le prisme du jour, je suis dans le silence et dans l'attente de nouvelles de mon partenaire, pourquoi agit-il ou agit-elle comme ça? Donc là, on va être dans un questionnement, c'est pas la position que j'affectionne le plus, parce que c'est pas celle-là qui me semble intéressante dans ce genre de situation, mais néanmoins, vous êtes souvent soucieux, effectivement, vous privilégiez la piste, la quête, la recherche sur ce qu'il se passe dans la tête de l'autre, plutôt que de voir l'information la plus importante, celle condensée de la semaine dernière, c'est-à-dire se voir imposer un silence, et avec l'obligation d'en faire quelque chose ou pas. Le seul savoir que vous avez à ce moment-là à disposition, et il est conséquent, c'est l'autre m'impose ça. C'est l'information pour moi la plus importante. Même si vous avez une explication, effectivement ça me paraît secondaire, à moins que circonstances atténuantes, vous verrez qu'elles sont assez rares. Et j'en ai parlé la dernière fois. C'est quand effectivement vous faites une connerie, ou quand vous ne prenez pas l'autre suffisamment en considération. Pour résumer, ce qui compte ne me semble pas être ce que pense l'autre d'une situation, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous. Et de constater que, eu égard au fait qu'il pense ça, qu'il réagisse comme ça et qu'il vous impose un silence, qu'est-ce que vous en déduisez, vous? Ça, c'est un savoir incontournable. Qu'est-ce que je vais faire de ce savoir-là? Voilà. Et ça, c'est la grande question de fond de notre vidéo de la semaine dernière, qui n'est pas une séance, les amis. Hein. On est bien d'accord. Séance, c'est individuel, en général. Voilà, je fais des séances de groupe aussi, mais enfin là, vous êtes un grand groupe de 25 000 abonnés. Néanmoins, aujourd'hui, donc, je vais jouer le jeu de votre jeu de questionnement. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans la tête de l'autre, homme, femme, peu importe, aujourd'hui, donc, indépendamment de ce savoir, de cette information absolument capitale, cruciale, la seule, l'unique, il daigne ne pas me répondre pendant un certain laps de temps, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, quid de ce que je vais en faire? Bien évidemment, libre à vous, en fonction de vos principes, de vos valeurs, de l'estime de vous-même, de comment vous allez défendre tout ça. C'est pour ça que je vous ai renvoyé le fait de revendiquer. Il est souhaitable de dire à l'autre, ça tu l'as fait une fois, tu ne me le referas pas deux. Voilà, quand même un moyen de lui donner une deuxième chance si ça arrive pour la première fois. Méfiez-vous quand on laisse passer la première fois d'une réitération, on en a parlé la semaine dernière. Réitération oui, mais n'oubliez pas le positionnement intermédiaire entre les deux que vous aurez eu, en disant ça tu me le feras pas deux fois, à la deuxième fois, moi je disparais. Alors bien évidemment, l'autre n'aura que tout le loisir de le refaire, rien que pour évaluer si vous disparaissez ou pas. Inutile de vous dire, inutile de vous le dire, mais je vous le dis quand même. C'est que si finalement à la deuxième fois vous êtes récupérable, vous n'êtes pas crédible. Alors là, attendez-vous à une troisième, quatrième, cinquième, sixième fois, et ainsi de suite, ce jeu des répétitions absolument hallucinant. Attention de ne pas être acteur de ça. Eh bien, on va quand même regarder 10 points. 10 les amis, ça ne veut pas dire qu'on va passer 4h71 ensemble, autrement dit 5h11, non, pas du tout. On va essayer de faire court, on est bien d'accord, mais il y a 10 points à regarder. On en a vu certains la semaine dernière, pêle-mêle à l'arrache, mais à la limite, on va regarder là aujourd'hui, on va en tirer 10. Pourquoi 10? Parce que c'est un chiffre rond, façon de parler, et puis de toute façon j'aurais pu la jouer 11, mais je me suis dit 10 c'était quand même plus parlant que 11. Bien qu'avec 11 tu fais une équipe de foot, et une équipe de foot à 10 t'es dans la merde. Même si des fois il y a de jolies surprises avec une équipe qui s'est vue expulser un joueur, n'est-ce pas? Alors bien évidemment, dans cet exercice où je décline 10 points, fondamentalement je dirais il n'y a pas d'ordre. Néanmoins, il faut bien les décliner d'une certaine manière. Donc quand je dirais premier point, en fait je vais le mettre en premier, mais il pourrait être en troisième ou en cinquième, hein, donc il n'y a pas une chronologie. Voilà. Je voudrais vous dire une petite chose, une dernière chose, avant de décliner un certain nombre d'explications de comportement. Je voudrais vous interpeller dans le bon sens du terme sur le fait que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le fin mot de l'histoire. Je vous ai renvoyé des éléments cliniques, historiques la semaine dernière, sur votre construction psychologique. Ça me paraissait intéressant de le faire. À creuser, bien évidemment, il y a, comme qui dirait, les cabinets de psychothérapie. Combien de fois dans votre vie, quand vous êtes confronté à une situation, vous avez, avec un protagoniste bien évidemment, vous avez l'explication du pourquoi, du comment il s'est positionné ainsi. Souvent dans la vie, quand il y a un protagoniste ou un interlocuteur, vous n'avez pas la raison exacte du pourquoi, du comment il agit ainsi. Et de deux, quand vous avez la raison, vous êtes d'accord à chaque fois?
À chaque fois, quand on nous a expliqué pourquoi une personne se positionnait de telle ou telle manière avec nous, le gars ou la nana nous donne l'explication. Ça peut être le boulot, hein. Ça peut être la famille, ça peut être le boulot, ça peut être amical, ça peut être les relations amoureuses, bien évidemment, ainsi de suite. Ok, donc l'autre m'a dit ça, donc c'est ok, je suis d'accord. Évidemment que non. Quand vous avez l'explication de l'autre, fût-elle qu'elle soit bonne, la bonne, vous êtes d'accord? Non, c'est un jeu sans fin. Vous rentrez dans un cercle sans fin. Parce qu'effectivement, l'autre m'a dit ça. Bah, mais je suis pas d'accord. Pourquoi il a fait ça? Compte tenu de ça. Et ainsi de suite. Et c'est sans fin. C'est sans fin, sans fin. Donc même si, je vous l'ai toujours dit, hein, même si l'autre vous explique le pourquoi du comment il agit ainsi, de toute manière, ça sera contestable par vous-même. Est-ce que la situation qui s'est déroulée juste avant le silence de l'autre, est-ce que ça mérite, convoque ce silence et la blessure que ça représente pour vous? En règle générale, à 90% des cas, la réponse est non. Pour bien dialoguer, pour se comprendre, et puis surtout pour apaiser les choses, il faut être deux. Or, parfois, vous verrez que un des deux protagonistes, volontairement ou involontairement, ne cherche pas à apaiser les choses. Non, il cherche à enfoncer le clou de quelque chose, à revendiquer quelque chose, à légitimer son positionnement, fût-il bon ou pas bon, pour lui, pour l'autre, il est bon, c'est juste de se comporter comme ça. Et ça, c'est quand même difficile de dissuader quelqu'un de fonctionner de telle ou telle manière, alors que cette personne est persuadée que la modalité de son fonctionnement est la bonne. C'est le problème des relations humaines. Vous l'avez saisi. N'abdiquez jamais sur les relations humaines, hein, mais saisissez-en, ces mécanismes, avec la frustration que ça peut générer, effectivement, que ça vous permette de prendre un petit peu de hauteur. Et que si vous parvenez à faire passer votre message, tant mieux, mais si vous n'y parvenez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes bon acheté au lion, et ainsi de suite. Hein, votre valeur n'est pas affectée, et de votre estime de vous-même, et de votre confiance en vous, et de la crédibilité, de la valeur que vous donnez aux choses. Si vous vous comportez, vous, de telle manière, défendez vos droits de telle manière, refusez un silence qui se produit à la 2e ou à la 10e tentative, voilà, tout ça est tout à fait défendable. C'est à vous, sur le terrain, d'être un bon avocat pour vous-même, un bon juge de ce qui se déroule entre vous et votre partenaire. Alors je vais quand même acheminer, je vais essayer cette vidéo jusqu'à son terme, ce qui n'est pas chose simple parce que chaque idée me fait penser à une autre. Et j'aime déployer l'idée qui se présente à moi, hein, par association d'idées. J'aime vous proposer effectivement ce que je peux penser de telle ou telle chose en fonction de la manière dont les éléments gravitent, n'est-ce pas, dans mon esprit. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut décliner extrêmement rapidement les 10 points pour lesquels l'autre agit comme ça. Attention, décliner ces points-là ne veut absolument pas donner crédit et de la raison à ces points-là. À part la personne qui est très en colère. Tiens, on pourrait commencer par celui-là. La personne est en colère. Pourquoi? Donc, elle fait un silence radio, bien sûr. La personne est en colère parce que, selon elle, alors ça reste le problème très subjectif, parce que, on en a parlé la semaine dernière, selon elle, selon cette personne-là, vous avez clairement déconné. Voilà. Donc, le silence radio est logique et légitime. Alors en quoi, en soi, cette personne a raison de penser que vous avez déconné ou pas? Et là, c'est de la casuistique, c'est même de la subjectivité, plus précisément, et à quel degré la personne a raison de penser que vous avez déconné, et à quel degré, si vous courez derrière l'autre, du moins constatez un silence, vous êtes conscient que vous avez fait ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Et ça expliciterait, ça expliquerait le pourquoi du silence de l'autre. Il est tout à fait possible qu'une personne soit très en colère et que pour retrouver un petit peu ses esprits, ce qui peut se comprendre, eu égard à cette situation dans laquelle c'est casuistique, donc c'est impossible de se positionner, parce qu'il y a des raisons qui pourraient tout à fait légitimer la colère d'un des deux protagonistes, largement, un sale coup, un coup tordu, et il y a des raisons qui, certes la personne se met en colère, elle est dans l'émotion, mais en fait, fondamentalement, sa réaction n'est pas forcément justifiée. Parce que là où la personne estime qu'il y a lieu de se mettre dans une colère noire pour telle raison, effectivement, factuellement, on peut pas juger, mais factuellement, on pourrait toujours garder les choses en attention. Ça prend d'énormes proportions, il y a une difficulté de gestion de son terrain émotionnel, mais effectivement, la situation d'elle-même ne mérite peut-être pas, mais c'est toujours facile à dire extérieurement. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner raison à l'autre. C'est un exercice, c'est un prisme, il faut légèrement se décaler, mais pas trop non plus, parce qu'on s'éloigne trop de la base après. Les relations humaines sont d'une complexité notoire, fascinante, hein, mais d'une complexité effectivement notoire.
Donc, qui a raison, qui a tort, j'ai presque envie de dire, vous avez deux protagonistes, les deux auront raison, et l'autre aura tort, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où est le juste milieu sur lequel on peut se retrouver, en fait, si vous voulez? Parce qu'il est là, c'est bien une logique de consensus. C'est la logique du juste milieu. Voilà. Quand il y a trop de disparités entre ce que pense l'un et l'autre. Voilà. Si globalement chacun pense à peu près la même chose et qu'il y a de la bienveillance, il n'y aura pas trop de clash, il n'y aura pas trop de crash. Mais malheureusement, des fois c'est beaucoup plus complexe que ça. Après, il y a des gens qui ont une sensibilité à fleur de peau, ce que je peux largement comprendre, et elles doivent composer avec ça. Le premier, c'était la colère. Quid de la raison? Et là, c'est de la casuistique, mais bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Ce point peut se comprendre. Après, c'est toujours un peu facile, effectivement, de dire, bah, l'autre me parle pas, d'avoir fait d'énormes conneries, l'autre me parle pas, et ainsi de suite. C'est toujours un petit peu facile. Faut faire attention avant pour éviter que ce genre de débordement, théoriquement. Et c'est même pas en théorie, c'est en réalité. Alors, c'est vraiment dans le désordre, hein, c'est vraiment pêle-mêle, il y en a 10. Hein. Le narcissisme. C'est plutôt même en mode manipulateur pervers narcissique, là on est plutôt en mode vous n'êtes pas bloqué, un silence de la part de l'autre, mais sans être bloqué. Parce que si vous êtes bloqué, c'est un autre cas de figure. Donc, sans être bloqué, la jouissance du narcissique, voilà, qui n'est pas forcément pervers narcissique, mais enfin c'est quelqu'un qui effectivement est quand même recherche quelque chose de très précis, et notamment nourrir son narcissisme, à quel degré? Celle ou celui à qui je ne donne pas de nouvelles, effectivement me cavale derrière, me tanne, voilà, cherche absolument à me recontacter. Voilà, ça nourrit, tu parles, ça nourrit le narcissisme de ce genre de personne. Ça, c'est un cas de figure qui explique le silence. Mais c'est une catastrophe relationnelle, c'est une catastrophe relationnelle, c'est une inconsidération au carré. Donc, vas-y, cavale-moi derrière, viens me chercher. Trouble narcissique. Attention à ça. Je vous ai toujours dit, vous envoyez un message, je comprends pas ce qui se passe, peut-être pas le premier, parce que le premier, vous n'êtes même pas au courant, Claude va pas vous répondre, mais au deuxième message, voilà, je comprends pas pourquoi tu me réponds pas, écoute, quand tu seras calmé, ou que tu auras retrouvé tes esprits, tu sais où me joindre. Voilà. Point terminé, les amis. Hein, parce que je vous l'avais fait un jour dans une vidéo, hein, 8h54, je te déteste, 8h59, t'es toute ma vie, je peux pas vivre sans toi, voilà, 9h du matin, j'ai rêvé de toi, c'est dingue, j'en ai marre que tu me poursuives dans mes rêves, voilà, 9h02, j'espère qu'il va t'arriver malheur, 9h04, je meurs sans toi, j'ai jamais été autant amoureuse d'un type que toi, vous avez compris, c'est pas possible, vous pouvez pas rentrer là-dedans, c'est pas possible. Autre point, on est au troisième point, je suis affolé. C'est un évitant. C'est un évitant qui reste à déterminer ce qu'il l'est réellement, à quel degré il l'est, parce que tous les évitants ne sont pas affectés de la même manière, n'ont pas le même trouble, c'est de la subjectivité bien évidemment, c'est de la casuistique, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Néanmoins, dès que ça va trop vite, dès qu'ils gèrent plus leur terrain émotionnel, dès qu'il y a une perte du contrôle, effectivement, il y a la possibilité de se recroqueviller sur soi et de plus donner de nouvelles. Ça ne veut pas dire, attention les évitants, ça ne veut pas dire qu'ils sont contents de fonctionner comme ça. Pas du tout. Ça s'impose à eux, c'est une coquille, c'est une bulle, mais en fait, ils ne sont pas fous de joie d'être dedans. Il y a un petit côté rassurant, je reprends un petit peu la main, hein, voilà, j'essaye de retrouver mes esprits, puisque j'ai été un petit peu débordé par mon terrain émotionnel, ou quelque chose est venu me fragiliser, une petite information, mais qui avait du sens pour l'évitant, on est bien d'accord, et donc je ferme tout, voilà, je me préserve. Il n'est pas question que l'autre se moque de moi, donc je me préserve, je reprends les choses en main. Un état de panique s'installe, une incapacité, une impossibilité à gérer son terrain émotionnel, et hop, effectivement, on a un désir de cessation relationnelle. Voilà, pour retrouver un petit peu sa respiration, pour retourner du côté de Val d'Isère, tu comprends, pour effectivement regonfler un petit peu ses poumons pour pouvoir respirer, retrouver une respiration saine et tranquille, n'est-ce pas? Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'ils sont fous de joie de le faire, il y a même une culpabilité, surtout quand ils commencent à constater que vous êtes demandeur, ainsi de suite. Eux-mêmes pourraient avoir très envie de le faire, mais néanmoins être dans la retenue. Voilà, c'est une dualité. Donc, c'est un exercice extrêmement compliqué. Bien évidemment, celui qui attend des nouvelles d'un évitant est en souffrance totale, nous sommes d'accord. Mais l'évitant aussi est une souffrance totale. Ce n'est pas la même souffrance, ce sont deux souffrances différentes, et là où il pourrait y avoir un effet pansement, c'est-à-dire se retrouver et communiquer, éclaircir un petit peu les choses et se rassurer finalement, eh bien, l'évitant ne se donne pas forcément les moyens de le faire. Mais c'est une raison catastrophique, bien évidemment, relationnellement parlant, mais c'est une raison intéressante, c'est une raison qu'on ne peut pas négliger. Ça fait partie des 10 points
effectivement du pourquoi quelqu'un pratique le silence. Un autre cas de figure, il n'y a pas d'ordre, alors ça devient une forme de négociation, c'est-à-dire que il y a eu, reste à savoir quelle brouille il y a eu avec l'autre, quelle interaction il y a eu avec l'autre, et effectivement, tiens, je vais lui faire un silence radio, homme, femme, peu importe, à un mec ou une nana, peu importe, et je vais la faire revenir sur sa position. Donc c'est manipulateur à outrance, on est bien d'accord, mais je vais effectivement interférer quant à la position de l'autre. Le seul moyen de l'obtenir, c'est par un silence. L'autre va craquer et va revenir en arrière parce qu'il m'aime trop, parce que ceci, parce que cela. C'est manipulatoire, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, mais ça c'est un moyen, un mécanisme qui est utilisé par ceux qui pratiquent le silence radio. Alors là, il y en a un qui est limpide, il ne faudra pas le confondre avec un autre, c'est pour vous emmerder. Voilà, il n'y a pas de lobbying derrière, c'est celle-là ou celui-là, je vais l'emmerder. Tiens, rien que pour le faire chier, reste à savoir pourquoi. Et alors toutes les raisons seront absconses, de toute façon quoi qu'il arrive, reste à savoir pourquoi, je vais l'emmerder. Voilà, c'est exclusivement fait pour ça. Voilà. Et donc ça s'arrêtera quand la personne aura plus envie de vous emmerder. C'est pour ça que les conclusions à tirer, elles sont pas chez l'autre, elles sont chez vous. Les lumières semblent toujours bonnes, voilà, je viens de faire le contrôle technique. J'ai rajouté une lampe dans mon espace studio d'enregistrement, tu parles, qui n'est ni plus ni moins mon bureau personnel. C'est que, parce que la semaine dernière, je me suis rendu compte, mais beaucoup trop tard bien évidemment, qu'une des lampes, il y a 2 lampes ici, une des lampes s'était éteinte pendant le cours de la vidéo, et donc il y a 15 minutes où effectivement c'est très sombre. Alors honnêtement, on s'en fout un peu, ce qui m'intéresse surtout c'est l'audio. C'est ce que je vous raconte. Hein. Ma tronche, vous la connaissez, donc ça, c'est pas un problème, vous n'en avez pas forcément besoin, mais au moins, effectivement, vous avez tous pu entendre le laïus que je vous tenais. Voilà. Alors, pardon pour ces problèmes techniques, des fois, il y a des problèmes de son, des fois, c'est des problèmes d'image. Voilà, vous verriez les conditions et le matériel avec lequel je tourne ces vidéos depuis plus de 6 ans. Franchement, ça vous ferait sacrément rigoler. Un jour, je vous prendrai la photo, ou je prendrai la vidéo de avec quoi je travaille. Voilà. Et honnêtement, vous allez dire, eh ben, chapeau, ou c'est quoi ce bordel? Vous direz soit l'un soit l'autre. Voilà. Je crois que dans les 2 cas, vous auriez raison. Voilà. Mais je m'adapte. Vous savez pourquoi j'ai pensé à ça? C'est effectivement la force de l'être humain qui est de savoir s'adapter. Et qu'avec très peu de choses, on peut faire de grandes choses. C'est ce que j'essaye de faire régulièrement avec vous toutes les semaines. Donc, pour vous emmerder, c'est manipulateur à outrance, c'est fourbe, bien évidemment, c'est inconsidérant, parce que aucun intérêt des effets que ça va générer, ou alors bonne connaissance des effets que ça va générer, l'autre va être super mal, ce qui est en règle générale logique, donc tiens, je joue de ça. Voilà. Et ça, c'est un jeu plutôt pervers, bien évidemment, extrêmement négatif, qui altère, quoi qu'il arrive, la relation à l'autre. Altérer, ça ne tire pas la relation vers le haut, ça dézingue directement la relation. Ce qui n'empêchera pas cette personne d'être content une semaine après, content tu parles, de vous passer un coup de fil une semaine après, 2 semaines après, de vous expliquer que vous êtes en tort, que c'est de votre faute, que ceci, que cela, et ainsi de suite. L'un n'empêche pas l'autre de toute manière, mais dans l'idée de vous emmerder, ce qui est tout à fait possible, j'ai entendu ce genre de choses, eh bien, voilà ce qu'il est possible d'en déduire. Un autre dont on a parlé la semaine dernière, bien évidemment, vous sanctionnez. Voilà. Alors vous sanctionnez de quoi? Ça reste effectivement un point de recherche, mais à la limite, j'ai presque envie de dire, peu importe, enfin, je sais que pour vous c'est important, mais à partir du moment où vous déduisez, c'est un indice, hein. Il y a un indice et un faisceau d'indices. Faisceau d'indices, c'est quand même très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs indices, c'est pas un indice. Hein. Il y a bien un lien criant entre... Alors je sais pas ce qui s'est passé, c'est de la casuistique, j'ai pas les dossiers, hein, les amis, mais... entre une situation que vous avez rencontrée avec votre chéri, votre partenaire, votre voilà, et homme-femme, peu importe, et le fait qu'il vous sanctionne de quelque chose, hein, voilà, prive de quelque chose, sanctionne de quelque chose, vous avez mal agi, vous avez mal réagi, il vous traite comme si vous étiez un objet, un pion, voilà, je te déplace, voilà, je te solliciterai quand j'aurai besoin de toi, je te sollicite pas, j'ai pas besoin de toi, tac, machin, voilà, vous savez comme au Monopoly, là, je te mets un casse-prison, là, pendant un tour, tu peux pas tourner, voilà, ainsi de suite. Vous êtes pas un pion. Et on n'est pas dans un jeu de société. On est dans la société, mais on n'est pas dans un jeu de société. C'est une infantilisation. Effectivement, le constat me semble certes délétère, mais l'information la plus importante. Parce que cette personne-là, elle viendra toujours vous expliquer. Je ne suis pas sûr qu'elle explique grand-chose, d'ailleurs, cette personne-là. Parce qu'elle sera à court d'arguments de vous expliquer « oui, je t'ai traité comme ça, oui, je t'ai... » Non, vous aurez en général pas les explications de ce genre de personnes. D'ailleurs, tiens, tout à l'heure, quand je vous disais que les explications que vous aurez seront toutes contestables, oui, la plupart des situations que je vous cite depuis tout à l'heure, on en est à la 6e là, la plupart des explications, effectivement, allez
rencontrer la personne qui va vous expliquer, donc trouver quelques mots pour vous expliquer que c'est légitime d'avoir agi de telle manière avec vous. De vous priver, de vous sanctionner, de vous infantiliser, de vous emmerder. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore qu'il avait besoin de nourrir son narcissisme. Vous croyez que ces personnes-là sont habilitées, vont avoir l'aplomb de venir vous sortir ces explications-là? En règle générale, bien évidemment que non. Voilà pourquoi je vous invite souvent, je suscite votre réflexion, du moins pour ne pas dire, de ne pas trop attendre les explications chez l'autre, et d'une, elles sont pas forcément, d'abord vous les aurez pas forcément, et si la personne est consciente de ce genre d'éléments-là, de ces 5 raisons finalement non pas de vous bloquer, de ne pas vous répondre, effectivement, il n'y a aucun argument qui fait que ça légitime la manière dont il se comporte avec vous. Donc, soyez lucides, hein, ne perdez pas votre bon sens, les amis. 7e point, il n'y a pas d'ordre, toujours pas, parce que c'est presque, à la limite ça pourrait être le premier point, donc vous voyez comme quoi il n'y a pas d'ordre, bah il y a peu d'affectivité. J'ai pas d'explication à lui donner. Voilà. C'est quoi cette histoire? J'ai pas d'explication à lui donner. Parce qu'à partir du moment où tu te déroules comme ça avec telle ou telle personne, il n'y a pas beaucoup d'affectivité, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup cette capacité d'empathie à se dire mais l'autre va galérer, l'autre va souffrir de ça. Sauf raison valable dont j'ai parlé en numéro 1, la colère parce que l'autre a fait une connerie. Là, effectivement, l'emporte le préjudice et moins les circonstances atténuantes pour l'autre. On est d'accord. Quand il y a peu d'affectivité, effectivement, c'est plutôt très égocentré, hyper égocentré, il y a peu d'empathie. De toute façon, je vous ai cité tout un tas de choses tout à l'heure, hein, t'emmerder, le narcissisme, je veux que tu nourrisses mon narcissisme, et toi, je me soucie pas de toi. Voilà, tout ça, effectivement, au niveau empathie, c'est 0,0,0 hein, à chaque fois. Celui qui fait une négociation, et puis, bah, tiens, je vais la faire revenir en arrière, ou je vais le faire revenir en arrière, considération 0, hein, empathie 0. L'évitant, il a un avantage, c'est qu'il est un avantage, façon de parler, bien sûr. Il est empathique. Lui, il est empathique. Il va pas bien, il est coincé, il est bloqué, il culpabilise parce qu'il sait que vous n'êtes pas heureux aussi de votre côté. Il connaît son préjudice, mais il sait que vous n'êtes pas heureux de son côté, qu'il porte cette responsabilité. Il y a de l'empathie chez l'évitant. Pas de considération, pas d'empathie, peu d'affectivité, allez hop, un petit silence, et tu te démerderas avec ça, voilà. C'est égocentré à outrance, et puis effectivement, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de tout ce qui est nourrissant et nécessaire dans les relations humaines, empathie, affectivité, protection, bienveillance, et tout ce qui s'ensuit. 3 autres derniers points pour conclure, il n'y a pas d'ordre, et c'est bien dommage parce qu'on pourrait les mettre allègrement dans les premiers. La personne demande un break, j'en ai parlé la semaine dernière, la personne demande un break. C'est compliqué un break. Il y en a un qui est demandeur et puis pas l'autre, en règle générale. Mais la personne demande un break. Alors attention, elle le demande, elle le suscite, elle le sollicite. Souvenez-vous de la semaine dernière, j'ai dit qu'il était souhaitable que si quelqu'un voulait un break, il était souhaitable de lui concéder. Pas de 6 mois, on est d'accord? Mais effectivement, dire ok, t'en as besoin, je vais être en panique totale, donne-moi quand même quelques news. Mais plus vous allez forcer le passage, plus l'autre effectivement va renforcer lui-même son blocage, son silence, et peut même vous désinvestir. Attention, c'est un risque. Après que ça vous mette en état de panique totale et que vous fassiez n'importe quoi à ce moment-là, parce que vous perdez votre lucidité et votre raison, je sais très bien comment ça marche. Le risque, effectivement, il est là. À trop vouloir récupérer l'autre pour pas qu'il s'éloigne, effectivement, vous êtes capable de créer des mécanismes qui sont extrêmement dissuasifs. Donc, quand quelqu'un demande explicitement un break, une distance, pas besoin de communiquer, effectivement, je pense qu'il faut le lui accorder. S'agit-il d'une rupture? Avez-vous, oui ou non, des prémices de ça, ou non? Est-ce une rupture ou pas? Souvent, oui. Attention, une rupture sur le moment, la personne est persuadée que, allez, je ne veux plus entendre parler de lui ou d'elle, qui vous passe un coup de fil 4 mois après, 6 mois après, 8 mois après, la même personne qui avait considéré qu'elle ne voulait plus entendre parler de vous. Ceci est malheureusement possible. Donc, attention, c'est pas ce que fait l'autre qui compte, c'est la lecture que vous allez avoir des événements, et la manière dont vous allez vous positionner, et la manière dont vous allez vous respecter. Respectez-vous. Soit vous avez un ébauche d'infos, vous n'avez pas voulu l'entendre, soit effectivement l'autre vous dit tout de go, vous fait comprendre, machin, soit histoire sans parole, les fameux ghostings, hein. Parce que quand il y a une explication, c'est pas un ghosting, hein, c'est une rupture. Mais quand il n'y a pas eu d'explication et que vous vous retrouvez devant le fait accompli, c'est plutôt un ghosting, ça change de terme, on est d'accord. Mais il n'y a pas d'explication. Si vous avez une explication et qu'il y a un silence radio derrière, c'est pas un ghosting, c'est voilà, c'est une cessation. L'autre t'a dit un truc que tu voulais pas entendre, c'est la 10e et dernière raison. Voilà, l'autre t'a dit un truc que tu voulais pas entendre. À force de te le dire et ainsi de suite, l'autre finit par lâcher l'affaire. Il en a marre de te dire, sempiternellement parlant, toujours les mêmes choses. Tu l'entends pas, vous voulez pas l'entendre, donc l'autre effectivement il lâche
il finit par lâcher. Ça peut se comprendre. C'est la logique de l'autre. Je sais très bien qu'il vous était extrêmement compliqué d'entendre les revendications de l'autre, plutôt même des revendications négatives, qu'il n'y trouve, l'autre, ce qui n'est pas vous, donc homme-femme, peu importe, qu'il n'y trouvait pas son compte et qu'il y avait un risque de rupture. Je peux comprendre qu'effectivement, cette vérité génère de l'angoisse. Une projection en disant « ça va mal tourner ». Bon, évidemment, mais le déni, c'est extrêmement dangereux. D'abord, le déni n'est pas conscient en règle générale. Mais mettre cette information de côté en se disant « non, non, je veux œuvrer, ça ne peut pas arriver », attention, c'est un très gros risque, parce que c'est surtout l'impossibilité de composer avec une information qui arrive régulièrement. Certes, elle n'est pas rassurante, je peux largement comprendre que vous en fassiez fi, que vous vous auto-persuadiez que ça ne va pas arriver, mais quand on s'auto-persuade de quelque chose qui ne va pas arriver, que ça finit, in fine, c'est le cas de le dire, par arriver, il ne faut pas s'en étonner. Ça ne donne pas raison à qui que ce soit, c'est un risque. C'est un arrangement avec la réalité, et les arrangements avec la réalité, effectivement, sont toujours extrêmement précaires. L'autre, effectivement, décroche. Il me semble que la vidéo était longue, tant mieux pour vous, c'est pour ceux qui aiment les vidéos longues, on est bien d'accord. Tiens, merci à vous d'ailleurs, j'ai appris qu'on était 25 000. J'ai fait une vidéo l'autre jour d'ailleurs, un matin à 6 h du mat, attention c'est chaud, pour une raison très simple. C'est que le mec, il est encore en train de dormir. Donc, quand j'ai appris ça, l'autre jour à l'arrache, quelqu'un me l'a signalé, m'a dit « Ah, t'es à 25 000, machin, vite, faut tourner une vidéo pour ce week-end. » Et en fait, c'était trop short, c'était pas possible de la publier. Mais son seul défaut à cette vidéo, c'est d'avoir été tournée à 6 h du mat et je suis un tantinet endormi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est une vidéo spéciale 25 000 avec un sujet, bien évidemment. Pour la deuxième fois, je traitais de les excuses bidons, les excuses bateaux pour rompre. Voilà, alors ça peut être sympa, mais c'est dommage qu'elle n'ait pas plus de dynamisme. Mais bon, si vraiment vous me sollicitez, je vous ferai passer quand même cette vidéo des 25 000 abonnés, de remerciements, vidéo cadeau. Prenez un immense soin de vous. On reparlera de tout ça, parce que le sujet semble vous intéresser. Il est intéressant, il est problématique au possible, mais il est intéressant, il y a toujours effectivement des choses à amener pour renforcer votre lucidité. Ce qui doit vous intéresser, c'est que vous soyez sur la bonne voie. C'est quoi la bonne voie? Il n'y en a qu'une pour vous. C'est une voie auto-bienveillante. La seule personne qui peut effectivement réclamer cette auto-bienveillance et la bienveillance de la part des autres, c'est vous. Le seul intérêt, effectivement, de nos rencontres, nos rencontres en vidéo, c'est de vous apporter des outils qui ne font que prendre conscience, effectivement, de comment ça fonctionne tout ça, notamment les relations humaines, mais surtout que vous appreniez à défendre, à protéger, préserver, défendre vos propres intérêts. Que vous soyez un bon avocat pour vous-même, un bon parent pour vous-même, un bon père pour vous-même, une bonne mère pour vous-même, et ainsi de suite. Acceptez-vous avec vos qualités, et vous en avez énormément, et aussi avec vos défauts, vous en avez. Les défauts n'altèrent pas vos qualités, c'est pas la peine de les cultiver, on est bien d'accord, n'altèrent pas vos qualités, avancez avec ce qui vous compose, avec vos caractéristiques. Ce sera encore le meilleur moyen que d'essayer d'être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. Vous n'allez pas vous reconnaître, mais forcément, vous jouez contre nature. Prenez un immense soin de vous. À très bientôt pour d'autres réflexions. Merci de votre confiance. À très bientôt.